Est-ce que les droits des enfants sont bien respectés aujourd'hui? C'est à cette question que l'on a souhaité répondre à travers ce podcast. Quelle est la différence entre les droits des enfants et les droits des adultes? Ah, très bonne question. Alors là, c'est une colle. Je pense que les enfants sont plus protégés vis-à-vis des lois que les adultes. C'est tout à fait normal d'ailleurs. Après, joker. Les 12 principaux droits de l'enfant sont le droit à l'égalité, le droit d'avoir une identité. Alors je ne connais pas précisément les différents droits des enfants et des adultes, mais ce sera intéressant de se demander pourquoi les enfants ne pourraient pas avoir les mêmes droits que les adultes, tout en, bien sûr, en discutant en fait, entre adultes et enfants, pour concevoir qu'est-ce qui est possible de partager comme droit. Le droit de vivre en famille, le droit à l'éducation et aux loisirs, le droit à la santé. Je pense que les enfants ont exactement le même droit que les adultes. Oui, non, ils sont très protégés. En France, en tout cas, ils sont très protégés. Droit à une justice adaptée à son âge, le droit à la protection de la vie privée, le droit d'être protégé en temps de guerre. Je dirais qu'au niveau des droits vitaux, des droits du bien-être, des droits à la sécurité, tout ça, on est sur un plan d'égalité, c'est-à-dire des humains. Et après, sur les droits sociaux, d'agir dans la société, il y a certaines règles effectivement qui restreignent ça, peut-être, sans doute pour les protéger et les aider à mieux grandir. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence, droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation. Les enfants, ce sont des adultes en devenir. Les enfants ont des droits spécifiques attachés à l'enfance, qui est une partie de la vie où il y a une forme de fragilité et donc ils ont besoin de protection spécifique. Ils font pas ce qu'ils veulent parce que ils sont sous l'autorité de leurs parents déjà jusqu'à l'âge de 18 ans. Comme vous dites, ils n'ont pas au droit de vote, ils n'ont pas le droit de passer le permis avant, c'est 17 ans maintenant. Puis ils ont la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans obligatoire. Donc non, ils font pas ce qu'ils veulent. Droit de l'enfant en situation de handicap de vivre avec et comme les autres. Ils ont moins de droits. Là, ils discernent pas comme un adulte, donc forcément, on ne va pas donner à un enfant on va pas demander à un enfant de prendre des décisions pour une communauté. Je trouve ça plutôt bien. Ça, oui. c'est logique. Si c'est pour les protéger, oui. Et d'ailleurs, l'adulte est là pour les protéger, leur mettre des limites et leur permettre dans le futur peut-être d'avoir un meilleur discernement et de bien réfléchir. Ou bien sûr, un enfant... Droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent. Je pense que la parole des enfants n'est pas encore assez entendue et assez reconnue, qu'elle doit être plus écoutée, plus prise en compte dans les grandes décisions qui nous concernent. Il y a un redémarrage du Conseil départemental des jeunes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je trouve que c'est une bonne initiative et j'espère qu'elle va pouvoir se densifier et se développer parce que je crois qu'effectivement c'est important que le regard des enfants sur la société aussi, il aide la société à évoluer. Pour moi, les enfants, c'est notre avenir à tous, à celui des enfants mais à celui des adultes aussi. Qu'est-ce que vous évoque l'enfance? Mitigé. Mais c'est le bonheur qui l'emporte quand même. Mais comme tout dans la vie, il y a des avantages, des inconvénients, c'est comme ça. Ah, l'insouciance. L'insouciance. Souvent, je pose à mes élèves de 3e la question, l'enfance est-elle toujours une période d'insouciance? Et on dit toujours l'enfance c'est l'insouciance, mais en fait je pense que ça peut beaucoup se remettre en question et que les enfants, ils ont déjà une pensée très complexe, des bons moments, mais aussi je pense beaucoup de questions et de phases de la vie à passer. Qu'est-ce qui m'évoque l'enfance? Les souvenirs de famille, les repas de famille, suivant nos traditions, Noël, toutes ces choses qu'on faisait en famille. Nous, à notre époque, on jouait dehors, on n'avait pas de téléphone. Voilà, c'est tout ce qui peut rattacher à la famille. Et puis, souvenirs. Ouais. Les souvenirs, ouais. Souvenirs d'enfance. Avantage, c'est qu'en fait, c'est les adultes qui font tout pour eux. Ils reçoivent pas les Nourrir, factures, loger, ils blanchir. payent pas les impôts, ils vont pas travailler, c'est les parents qui font ça pour eux, c'est eux qui les cadrent, c'est eux qui leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. Donc pour ça, ils réfléchissent pas. Même si c'est un adulte qui fait ça pour eux. C'est ça. Même si le nôtre va souffrir,
parce qu'il n'y aura pas de portable. Les téléphones, c'est à un âge plus avancé, pas quand ils sont petits. Il n'y a qu'à voir un enfant qui grandit avec un téléphone et un enfant qui grandit sans téléphone. C'est un conseil que je vous donne les jeunes, là, parce que vous êtes plus vulnérables. S'agissant du grand écran de la télé, éteignez la télé, allumez votre cerveau. Voilà, et prenez du recul. Entendez plusieurs sons de cloche. Et croisez les informations et prenez le temps de faire votre propre opinion. D'accord? On vit un monde étrange. Voilà, je n'irai pas au-delà de ce terme. Un monde étrange. Alors moi, je pense que oui, il y a grandement besoin de protéger les droits des enfants. Je crois qu'il y a des situations dans les familles en France, par exemple, qui ne sont pas toujours protectrices pour les enfants et qu'il faut pouvoir accompagner les parents à en prendre conscience de cela, de ce manque de protection, mais aussi accompagner les enfants à découvrir des moyens de mieux vivre face aux difficultés qu'ils connaissent au quotidien. Des violences physiques, mais aussi des violences verbales, et qui ne sont pas du tout admissibles. C'est vrai qu'il n'y a pas encore suffisamment d'alerte, je trouve, mais ça évolue quand même un peu. Dans les adultes qui sont autour des situations, il y a des signalements qui se font pour les jeunes en situation de danger, qui apparaissent. Voilà, il y a des gens qui le font. Il y a quand même des dispositifs comme le 119 qui ont été mis en place il y a quelques années maintenant, qui fonctionnent. Et voilà, les gens le repèrent et commencent à s'en saisir. C'est bien. Il me semble, moi, que le droit de vivre dans un environnement sain, c'est le droit de préserver une forme de capital chance pour la suite aussi. Parce que si on est dans un environnement où il y a une pollution au plomb, par exemple, on a une difficulté physique, on a un impact sur la santé qui est grave et qui peut générer du handicap. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il me semble que c'est un sujet qui peut apparaître. Après, je pense que c'est les jeunes qui vont dire aussi, eux, ce qu'ils observent. Je pense qu'il peut y avoir aussi une pollution, entre guillemets, intellectuelle, qu'il y a des milieux qui peuvent être plus toxiques que d'autres, qui fait que, oui, la perte de chance pour l'avenir, elle est énorme. Et les dégâts sont très importants. Un enfant qui vit dans un environnement sain, c'est un enfant qui est bien accompagné au niveau de ses parents et du monde de l'éducation. Pour moi, c'est que déjà qu'il va à l'école, qu'il est bien nourri, qu'il est bien habillé, qu'il a une bonne éducation, qu'il écoute ses parents aussi. Et que ses parents écoutent l'enfant aussi. Voilà. La nature, c'est le préalable. La nature, c'est le préalable. Nous, on habite à la campagne. C'est sain en termes d'environnement, de qualité de l'atmosphère, etc. Qualité de l'air. Le fait qu'ils se sentent heureux, bien, en sécurité et toujours avec un côté affectif des parents d'une famille unie. L'hygiène, la sécurité, le bien-être, que tous les besoins soient là, et puis si possible de l'amour, c'est dans l'idéal. Beaucoup d'amour, beaucoup de présence, d'écoute, d'accompagnement, de discussion, de partage. Je dirais douceur et tendresse. Confiance et empathie. Moi, je dirais communication et égalité. Sincère et épanouissant. Pour moi, ce serait de la compréhension et de l'amour inconditionnel. Effectivement, la société a beaucoup évolué. Quand moi j'étais gamine, on était pas autour du feu, c'était la génération d'avant, mais quand même, on était quand même en famille, en grande famille avec les grands-parents, etc. On était entourés. Quand un parent était un peu défaillant, il y avait toujours bien quelqu'un, un tonton, un grand-parent qui compensait un peu. C'était pas mal. Et ça permettait aussi d'éviter ce que tu disais tout à l'heure. Quand les parents sont confrontés à des difficultés, les traites à payer, l'appartement qui prend l'eau et qu'il faut réparer, et qu'on n'a pas les sous pour le faire, ça prend la tête et c'est sûr que des fois on est un peu agacé. Donc avant, quand on vivait en société plus traditionnelle, les grands-parents, les parents trouvaient du relais. C'est pas du tout la même évolution. La société est devenue tellement individualiste que c'est l'intérêt de chacun qui prime et on ne fait plus très attention à ce qui se passe autour de soi. On est dans une course à la réussite, non seulement la réussite professionnelle, mais la réussite sociale, le pouvoir d'achat. On est dans quelque chose c'est une quête qui, à mon avis, est éphémère et qui est illusoire. C'est pas ça qui va pouvoir faire évoluer les choses.
On est dans un temps un peu incertain. On est dans un moment de réajustement. La société se recherche, mais c'est vous qui avez les clés en main pour la faire évoluer. Bien sûr que nous, on a une responsabilité, je ne dis pas l'inverse, mais c'est à chacun de sa place, de prendre sa part, je pense. Moi, c'est mon credo depuis toujours. Je crois qu'on a un rôle à jouer dans la société. Ce podcast a été réalisé par les jeunes de la Maison des Potes, de l'ABP et du service jeunesse de Narbonne dans le cadre du dispositif Passeurs d'images. L'atelier s'est déroulé en avril 2024 au Théâtre Plus Cinéma, scène nationale du Grand Narbonne. Les participantes ont pris part au processus et ont réalisé le podcast accompagné par l'équipe de Covisuel. Nous remercions spécialement Madame Bernadette Gredeil, défenseuse des droits dans l'Aude, et toutes les personnes qui ont accepté d'être interviewées. Financé par l'ANCT, la DRAC, l'FDVA, le département de l'Aude, ainsi que le Grand Narbonne. En partenariat avec le Théâtre Plus Cinéma, scène nationale du Grand Narbonne, la Maison des Potes et le Café des Potes, l'ABP, le service jeunesse de Narbonne, ainsi que l'AMI. Nous souhaitons remercier la Tram pour la coordination de Passeurs d'images en Occitanie. Passeurs d'images est un dispositif national d'éducation aux images à destination des publics éloignés de l'offre cinématographique et plus largement audiovisuelle pour des raisons culturelles, sociales et géographiques, prioritairement les jeunes. Ce dispositif est porté par 21 coordinations régionales dont les actions sont menées sur l'ensemble du territoire national ou plus près des territoires et des publics, en milieu urbain et rural, financé par le gouvernement, le CNC et la NCT. Une création proposée par Covisuel.